Mon invité, il a travaillé ici, à TV Rogers 23. Je reçois Pierre Donnet. Pierre Donnet, heureux de t'avoir. Tu permets qu'on se tutoie, Pierre? Absolument, Bon, Jean-Paul. parce que je pense que, mesdames, messieurs, vous l'avez tout de suite senti, la chimie entre Pierre et moi, ça fait longtemps qu'elle est établie. Alors, je trouverais ça un peu bizarre de vous voyer, bien sûr, même si on est en média et que, habituellement, on vous voit les gens. C'est traditionnel. Tout à fait, absolument. Sauf que Jean-Paul et moi, puis il faut remonter, donc effectivement, à plusieurs années, on a connu des moments magiques de télévision. Absolument, tout à fait, Pierre. Et je t'interromps parce que je ne veux pas qu'on en parle tout de suite. On va garder un peu le suspense, si tu permets. Oui. Je veux aborder une question qui, moi, m'a titillé depuis que j'ai appris que Pierre Donnet était devenu maître, dans le sens de notaire. Quelle mouche a piqué Pierre Donnet de devenir notaire? Je suis à ce moment-là en train de faire une émission de télé à la chaîne politique et je reçois le vice-doyen qui fait les acceptations au cours de droit de l'Université d'Ottawa. Mais je ne le sais pas. Puis il me regarde à la fin de l'entrevue puis il me dit « Pierre, pourquoi vous ne faites pas votre droit? » Puis je me dis « c'est vrai que ce serait intéressant pour moi d'avoir ces connaissances-là. » Et c'est de là que ça part. J'envoie ma demande d'admission pensant que, avec mon gros diplôme de secondaire 5, j'avais ma grosse 12e année de Drummondville. Et je me suis dit, ils ne m'accepteront jamais. Eh bien, ils m'ont accepté. J'ai suivi tout ce parcours. J'ai gradué donc 2000, attendez une petite seconde, 2011-2012. 2013, je deviens donc notaire. Mais à l'époque, c'était pour aussi, surtout, apprendre les lois. Comment ça fonctionne, les lois? Parce que c'est compliqué, les lois. Je dois cependant vous admettre qu'après mes études universitaires, c'est encore, pour moi, la grande confusion. Le dépôt d'un projet de loi, tellement que c'est compliqué, tellement qu'il y a des virages à gauche et à droite là-dedans. C'est tellement difficile de s'y retrouver que finalement, là-dedans, j'ai pas atteint mes objectifs. Par contre, j'ai adoré faire des études en droit. C'est extraordinaire. Est-ce que les études en droit et la pratique du notariat, c'est pareil ou ça se rejoint, à part l'aspect légal que je peux facilement comprendre et que tout le monde peut comprendre, Pierre? Est-ce que justement ça se rejoint tellement que ça? En d'autres mots, l'aspect légal des choses, c'est le notaire ou l'avocat, mais dans ton cas, c'est le notaire, qui l'applique et qui l'applique selon des règles préétablies par la Chambre des notaires et puis par le Parlement, etc., par la loi en général. Mais dans la pratique, il y a un écart. Il y a un écart. Il y a un écart majeur entre ce qui est enseigné, bien sûr, un article de loi, dans quel contexte vous allez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. D'ailleurs, vous n'étudiez pas tout le Code civil, vous n'étudiez qu'une certaine partie du Code civil. Et je dois vous dire que quand vous graduez comme notaire, eh bien, celui qui vous prend en main, moi j'ai été chanceux, Jacques-Marcel Sainte-Marie m'a guidé à travers mes tout premiers pas en notariat. Et il y a vraiment un océan entre ce qui est enseigné et ce qui va se passer dans la vraie vie. On nous montre un peu quand même comment préparer un testament, mais c'est mineur. Quand tu arrives dans le vrai match de la vie, quand tu es en train de traiter d'une succession, quand tu as à travailler sur une renonciation à une succession, là, tu découvres qu'il y a des choses tout à fait différentes sur le terrain. Est-ce que la pratique, justement, de ce notariat-là, ça prend, comment je dirais, un cadre spécial? Et j'entends un cadre physique, en d'autres mots. Est-ce que, par exemple, Pierre Donnet pourrait pratiquer le notariat chez lui? Avoir un bureau chez toi et puis le faire, ou encore se joindre à une école, pas une école, mais enfin une étude. Une étude, merci, oui. Une étude, justement, de notaire, oui. Mais dans une région comme celle-ci, ça pose tellement de défis. Combien d'Ontariens ont des propriétés au Québec, le chalet, et ne réalisent pas que son testament ontarien ne s'appliquera pas pour la transaction touchant la propriété. Il faudra faire reconnaître devant la Cour ce testament. Et nous sommes ici dans une région vraiment extraordinaire, mais à la fois aussi problématique. C'est que les lois ontariennes ne fonctionnent pas de la même façon que les lois québécoises. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui ont des surprises et combien de fois j'ai à préparer les gens à cette réalité-là, d'avoir des biens au Québec, ça vous demande d'avoir un testament québécois.
pour vos biens que vous détenez au Québec. Mais ça, c'est la grande surprise là, pour de nombreuses personnes. Donc, on a beaucoup de travail d'éducation à faire pour revenir à ce que je vous mentionne, entre ce qui est enseigné à l'école et ce qu'on voit sur le terrain. Et en particulier dans une région Ottawa-Gatineau, il y a beaucoup à faire. Est-ce que Pierre Donnet a dû apprendre le droit ontarien, anglophone, britannique, parce que bon, ça redescend là, évidemment. Je suis content que vous posiez la question. Non, je faisais le droit civil parce que l'Université d'Ottawa enseigne le droit civil. Vous pouvez aussi avoir ce côté ontarien si vous décidez de vous spécialiser de ce côté-là. Mais moi, ce que j'ai fait mon droit civil pour être en mesure de pratiquer au Québec. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du Code civil du Québec avec lequel je travaille. Et c'est devenu pour moi quelque chose de tout à fait naturel, comme quand j'étais petit et que j'étais arbitre au hockey, bien, j'avais à l'époque mon guide d'arbitre avec tous les règlements. Bon, bien, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est dans un cadre beaucoup plus sérieux. Quoique, attention, j'étais sérieux comme arbitre. Oui, j'imagine un tout petit peu. On va y revenir d'ailleurs à Pierre Donnet, l'arbitre au hockey. Si vous voulez, mesdames et messieurs, on va prendre une courte première pause. De retour à Sans détour avec Pierre Donnet. Bonjour Pierre. Toujours heureux de vous retrouver. Moi également, Pierre. On parlait évidemment de notariat, on parlait de la distinction entre le code britannique et le code civil, bien entendu. Une chose que je me demandais quand Pierre Donnet est devenu notaire, l'émotion que ça a créée chez Pierre. Parce qu'évidemment, il y a l'aspect légal, il y a l'aspect prestige, il y a l'aspect reconnaissance d'études, bon, etc., bien entendu. Mais, en tout cas, si je me fie à mon expérience, à moi, quand j'ai reçu ma maîtrise en histoire et ma maîtrise en archivistique, j'étais au 6e ciel, vraiment, parce que c'était un accomplissement. Est-ce que Pierre Donnet a senti la même chose en devenant maître? Moitié. Une partie euphorique, parce que objectif atteint. Ouais. Et déception, les études sont terminées. Oh! Mais pourquoi est-ce que Pierre s'est pas lancé au doctorat? J'ai tripé pendant le temps où je me suis promené dans les corridors de l'Université d'Ottawa. Il y avait là de l'énergie, je ne sais pas comment décrire ça, mais les collègues de classe sont tellement importants, les relations avec les professeurs. Mais cette vie universitaire m'a transformé, moi. Et ça m'a tellement apporté que je me rappelle très bien, parce que nous, on doit, lors de la cérémonie de la sermentation, monter sur scène et aller signer le document qui s'appelle le fiat. Et là, tu signes ton nom. Et là, ça consacre. Tu es notaire. Sous l'œil du recteur. Hein? C'était à ce moment-là le président de la Chambre des notaires qui supervise toute l'affaire. Puis je me rappelle de marcher vers l'estrade, monter à l'estrade et d'avoir un feeling de déception. Hey, c'est fini. Vous savez, le petit bonhomme là, qui dit à la fin du truc, là, qui dit d'une émission d'humour, « C'est fini! Ben, c'était un peu ça là, tu sais, que je me disais. C'est triste que ce soit fini parce que c'était un passage extraordinaire dans ma vie. Alors, ça surprend les gens quand je dis ça, mais j'ai adoré mon parcours universitaire. Et l'émotion que Pierre a ressentie quand il a signé en tant que notaire un premier testament ou un premier acte notarié, quel qu'il soit, peu importe. Ça aussi, ça doit être quelque chose, d'avoir son nom, son imprimatur sur un document officiel. Mon meilleur ami vient me voir pour un dossier de renonciation. Et chaque acte porte un numéro de minute. Alors ça, c'est ma minute 001. Et effectivement, et je ne l'ai jamais oublié, cette renonciation à une succession. Et vous avez raison. Quand j'ai signé, il y avait de l'émotion. Mais vous savez que chacun de mes dossiers, à tort peut-être, mais j'ai énormément d'émotions. Je m'attache à ma clientèle. Peut-être un petit peu trop, vous me direz. Mais pour moi, un client n'est pas un numéro de dossier. Un client, c'est une personne qui, premièrement, m'a fait confiance et à qui je viens en aide. Il y a un lien qui vient de se créer. Et quand cette personne-là décède, si vous faites du testament, éventuellement, cette personne-là risque de décéder. Et ça m'arrache le cœur à chaque fois que je reçois un appel.
mon conjoint est décédé, nous étions allés vous voir, vous avez fait notre testament. Ça, là, ça m'arrache le cœur. Parce que dans cette pratique-là, comparativement à celle de la radio ou de la télévision, tu vois tes clients direct. À la télé, vous me regardez. Mais je vous vois à travers la caméra. C'est autre chose. Alors que là, la personne est dans mon bureau. Les yeux dans les yeux. Et elle partage un vécu, elle partage des expériences avec moi, puis j'essaie de les guider pour qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire ensemble. Et je m'attache donc à chacune des minutes que je signe. C'est aussi spécial que ça. Les principaux actes que Pierre Donnet rédige, quoi, c'est les actes de renonciation, c'est les testaments. On s'en serait douté un tout petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres aspects légaux que j'aurais oubliés par exemple? Les mandats. D'abord, la pratique a commencé surtout avec les testaments et les mandats en cas d'inaptitude. Ce sont les deux gros morceaux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Par la suite est arrivé donc les renonciations à la succession et ensuite la gestion, ultimement, des successions. Parce que quand quelqu'un décède, en particulier au Québec, il y a plusieurs règles à suivre, plusieurs rencontres avec le notaire, il y a plusieurs étapes. Et j'ai développé une certaine expertise à ce niveau-là. J'ai laissé à certains collègues tout le domaine de l'immobilier parce que je ne m'y intéressais pas. Ce que je fais dans ce temps-là, quand j'ai un de mes clients qui me dit « Pierre, je viens d'acheter tel truc, est-ce que tu pourrais t'occuper de mon dossier? » Je dis « J'ai quelqu'un pour toi. » Alors, j'ai une collègue, Roxane, qui est extraordinaire, à qui je confie tous ces dossiers d'immobilier. Mais ça a été vraiment ça, mon champ d'action pendant ces années, qui me permettait aussi de garder ma vie dans les médias. Parce que pour moi, je suis incapable de me débrancher et de la radio et de la télé. Voyez-vous, mesdames, messieurs, ça coule de soi, cet entretien avec Pierre, parce que c'était ma prochaine question, justement. On sait, et vous le savez, mesdames, messieurs, que Pierre, bien sûr, est chef d'antenne à TVA, bien sûr, mais il a fait beaucoup d'autres choses, bien entendu. Moi, la question qui m'intéresse de savoir, Pierre, comment je dirais, la rigueur qu'exige le notariat, et la rigueur qu'exige un chef d'antenne ou un journaliste. Est-ce qu'il y a une grande différence ou est-ce que vraiment ces deux univers qui sont rigoureusement importants et qui nécessitent une rigueur d'approche? C'est la même rigueur. C'est la même rigueur? C'est la même rigueur. Je me lève à 5h, 5h30 le matin pour commencer à préparer le bulletin de 18h. Je commence déjà à regarder à gauche et à droite ce qui se passe dans l'actualité. Qui puis-je inviter? Qui connaît qui va m'aider à rejoindre telle personne, la convaincre ensuite de faire l'entrevue. Il y a beaucoup de travail hors scène que les gens, en arrière-scène, les gens ne voient pas tout ce qui se déroule. Mais vous, si vous préparez une entrevue, vous allez fouiller, vous allez contacter la personne, l'inviter, mais aussi faire plein de recherches. Alors, c'est un peu ça que je fais. Et vous parlez de rigueur. Moi, là où ça m'aide en télévision, c'est que quand exemple, le samedi en particulier, c'est surtout là que je pratique le droit, quand je rencontre des clients, j'ai à leur expliquer la loi par rapport à ce qu'ils ont à traverser. Et je m'assure de leur compréhension. Alors, quand moi, je prépare ensuite un bulletin de nouvelles et que j'arrive à l'écran, je m'assure que les gens vont bien me comprendre parce que pour moi, c'est important d'être bien compris. Alors, quand je suis dans mon bureau, je vois bien dans le regard des gens que je viens de lire une phrase de droit qu'ils ne comprennent pas. Lègue à titre de propre. Aïe, aïe. Ça veut dire quoi? Alors, je dois leur expliquer qu'au niveau du régime matrimonial, le bien ne sera pas partagé. Puis là, je commence à donner des exemples. Parce que si je m'en tiens au terme légal, ils vont se lever, ils vont signer, ils vont dire « Ah, merci beaucoup ». Mais ils n'auront pas compris. Et pour moi, la règle numéro 1, il faut que la personne ait une compréhension à 100% de ce qu'elle vient de signer. Et combien de fois j'ai vu des gens se lever de mon bureau en disant « Notaire, c'est la première fois que je signe un acte et que je comprends ce que j'ai signé. » Et moi, ça me fait rire à chaque fois, mais ça, c'est ma réalité. Alors, quand j'arrive à la télé, c'est la même chose. J'écris un texte pour présenter un reportage. Je m'assure que le téléspectateur va comprendre. Puis bien souvent, je me rappelle de la personne que j'ai vue quelques heures plus tôt ou quelques jours plus tôt, puis je me dis, cette personne-là, si elle me regarde, est-ce qu'elle va me comprendre?
Et c'est là le lien que je dis. Et c'est pourtant deux mondes différents. Complètement. En un, je suis en train de les aider légalement. L'autre, je suis en train de les renseigner sur quelque chose qui se passe dans l'actualité. C'est un peu de pédagogie, Pierre. Oui. C'est un peu de pédagogie. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de ça. Regarder Pierre, chef d'antenne, puis à regarder, je n'ai jamais vu en action au notariat. Question de temps. Ah oui, tiens, il va récolter le client, regardez bien ça. Non, enfin, c'est quand même un travail de pédagogue, finalement. Oui, puis c'est important parce que la loi est compliquée. La loi n'a pas été écrite pour les citoyens. Je dirais toujours que la loi a été écrite pour des juristes, pour des avocats, pour des notaires. Monsieur et madame tout le monde qui tombe dans le Code civil, bonne chance. Et là, le nouveau défi que nous avons avec l'Internet, c'est que les gens pensent comprendre le droit, car ils s'en vont sur toutes sortes de sites. Et là, ils sont, évidemment, conseillés de faire ceci ou de faire cela. Et, dans certains cas, tentent de me montrer comment faire mon travail. Parce qu'ils ont appris du voisin ou du beau-frère ou d'un site quelconque, il y a peut-être moyen de faire un petit raccourci puis de ne pas passer par telle et telle étape. Alors, je leur explique que le dimanche, je suis également chirurgien au cerveau et que j'utilise une méthode enseignée sur Internet. Il y a quelque chose qu'on peut suivre pour faire des opérations au cerveau. Alors là, évidemment, ils trouvent que je vais loin quand je dis une phrase comme celle-là, mais ça illustre à quel point que les dangers de faire du droit par Internet, il y a quelque chose que les gens ne réalisent pas à quel point ils peuvent se retrouver en situation de problème, en se fiant aussi à gauche et à droite de tout ce qu'ils entendent. Pierre, si on synthétise, carrière de notaire, carrière de chef d'antenne à la télévision, à la radio, on va y venir, bien sûr, et les études, etc. Côté télévision, et tu vois, je m'en vais à rebours, jusqu'à un certain point à rebours dans ta carrière. Côté télévision, quand tu as animé en 1988 Brisons le silence à MaTV, pour être très précis, à TCVO, donc Télévision communautaire de l'Outaouais. 1988, Brisons le silence, 2 émissions de 60 minutes, auxquelles toi et moi, on a contribué. Ça a été notre première approche dans l'un et l'autre au niveau travail. Est-ce que ça a été un moment déclencheur? Parce que je me souviens, j'ai l'émission, je l'ai re-regardée pour être sûr et certain de ce que je vais avancer, mais Pierre était vraiment un défenseur très pointu, très fort, justement, de la non-violence à la télévision. Et c'était l'objet, bien sûr, de l'émission ou des 2 émissions en particulier. Réalisé d'ailleurs, si tu te souviens, par Pierre Latreille. Mais enfin, ça, wow. Ça remonte un peu. Ça remonte un peu, effectivement, oui. Tout à fait. Mais la chose importante, c'est l'émission, bien entendu, où on a collaboré, mais c'est l'aspect de la violence à la télévision. Les choses n'ont pas beaucoup changé, Pierre. Non. Non, et c'est triste. C'est triste, oui. Je m'interrogeais, d'ailleurs, j'étais en route pour venir faire cette émission, Jean-Paul, et je pensais à toi, justement, par rapport à ça, en me disant, quand on montre de la violence à la télévision, quand on montre des agressions, que ce soit, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait sauter une bombe à quelque part, est-ce qu'on ne lui donne pas une certaine visibilité qu'on devrait peut-être cacher? J'avais ce propos-là il y a donc trentaine d'années où je me posais... J'ai jamais eu la réponse, remarquez, à tout ça. Mais je me suis dit, est-ce que... On n'envoie pas des messages comme... Si vous voulez attirer l'attention... Double message. C'est ça. Si vous voulez devenir une personne spectaculaire, pourquoi ne pas agir ainsi? La violence, il y en a encore beaucoup à la télé. Dieu merci. Maintenant, beaucoup d'émissions ont des numéros d'appel en cas de violence dans les familles, etc. Vous savez, l'émission se termine, puis dans le générique, on prend la peine de donner des numéros de téléphone. Ça, j'apprécie. Il y a eu donc une amélioration de ce côté-là. Mais non, il y a encore trop de violence à la télé. Est-ce que cette émission-là était un moment déclencheur? Parce que j'ai fouillé un tout petit peu, et avant ça, de façon continue, c'est ta première expérience de TV, ou une des premières expériences de TV, 1988, non? Ou est-ce que je suis dans le champ à peu près? Non, j'avais fait... Mais c'était autre chose avant ce que j'avais fait. C'était dans les sports. C'était la première fois, effectivement, que j'allais dans quelque chose d'aussi sérieux. Mais si vous regardez à peu près à partir des années 88-90,
où j'arriverai à CIMF, ma sélection de nouvelles, j'avais éliminé plein d'actions violentes. Puis je gardais que des nouvelles positives. Puis je me rappelle des collègues de la radio à l'époque me disaient « Pierre, t'avais pas tel accident, t'avais pas telle affaire ce matin, t'avais pas... » Puis moi, j'éliminais des nouvelles dont je me disais « Est-ce qu'on a absolument besoin de savoir telle agression, telle affaire? » J'avais un certain malaise. Et vous voyez, donc c'est déjà dans ces années 90 une pensée très positive. Puis CIMF, le matin, on avait des codes d'écoute extraordinaires. Et je prétendais qu'on n'avait pas absolument besoin de toutes les nouvelles à caractère violent dans nos bulletins. Tout à fait. Pendant que tu travaillais à MaTV, c'est devenu MaTV, maintenant avant ça c'était Vox, avant ça c'était CVO bien sûr. Tu étais donc à CIMF aussi. Donc radio, télévision, tu menais les deux de front à ce moment-là. Je suppose, un pour l'intérêt, la chose et la liberté, et l'autre pour le pécunier, pour l'argent, pour en vivre, jusqu'à un certain point, non, oui? Bien, la radio me faisait vivre. Oui. Puis je me rappelle de Vox, 22 bonnes nouvelles. Absolument. Que nous ferons à Vox et qui passe également à Rogers. Et on a un troisième joueur dans l'équipe, Jacques Pelletier. Tout à fait. Et Jacques est un gars extraordinaire qui m'a donné une confiance folle. Je savais que j'avais un certain talent. Je croyais en moi à ce moment-là. Mais quand ça a passé entre les mains de Jacques Pelletier, il m'a propulsé. Ce gars-là, il y a une espèce de point tournant dans ma carrière, moi je dirais, à Vox, avec ce gars-là, qui me donne une confiance, là, mais inébranlable. Et quand j'arriverai à CEPAC, à la chaîne politique, je rentre là avec une drive folle. D'ailleurs, je repense à certaines émissions. Je ne peux pas croire toutes les choses que j'ai pu dire. Mais j'avais, je sais pas, j'étais un sans limite. Tout à fait. Je me sentais sans limite. On a fait des trucs ensemble, parce qu'on était 3 gars qui se réunissions à 5h et quelques tous les soirs. On faisait un bulletin de nouvelles où est-ce qu'on commentait de façon un peu cheers. La seule différence, il n'y a pas de bière. Il aurait dû avoir de la bière. Oui, un verre de vin. Mais c'était pas permis dans le temps. Pas sûr que Ah non, je l'ai demandé. Je l'ai demandé, ils ont dit non. Ah, je l'ai demandé, ils ont dit non. Mais on avait un plaisir fou parce qu'on prenait un thème puis on donnait chacun notre point de vue. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre parce qu'on n'avait pas toutes les nouvelles du jour. Mais on avait quelques nouvelles de la journée et on commentait. Puis on le faisait de façon très naturelle, très convaincante, je pense. C'est 289 épisodes de 22 bonnes nouvelles. Je peux te le dire parce que je les ai toutes et je les ai comptées. Donc 289, mais répartis en 2 temps, 95-96, et après ça, une partie de 96 jusqu'à 97. Après ça, il y a eu une accalmie. Moi, je t'ai remplacé. Et ensuite de ça, tu es revenu en 98 jusqu'à 2001. Donc, 2 séries complètes de 22 bonnes nouvelles. C'est l'archiviste qui parle. Sans aucun doute, Pierre. 289 épisodes wow. de 22 bonnes nouvelles, oui, effectivement. Il y a des choses vraiment... Et justement, je suis content que tu parles de Jacques Pelletier parce que c'était le nom que... Je peux te le montrer sur mes feuilles. C'était le nom que j'ai repéré. Je me suis dit, oui, c'est vrai, il faut absolument qu'on reparle de Jacques Pelletier, évidemment, tout à fait. On a tout couvert à cette époque-là. Et il y avait un très, très bon auditoire aussi. Très, très bon auditoire. On me dit qu'on va passer à la pause. On va y revenir à, justement, 22 bonnes nouvelles et la suite, si vous permettez, mesdames et messieurs, à tout de suite. De retour à Sans détour, toujours avec Pierre Dolin. Mais avant 22 bonnes nouvelles, Pierre, il y a eu aussi, si ma mémoire ne me trompe pas, Libre Opinion également, en 95-96. Et il y a un épisode que je veux absolument qu'on raconte de Libre Opinion, parce que j'étais un recherchiste à ce moment-là, jusqu'à un certain point un léger chroniqueur, mais surtout recherchiste. Et il y a un épisode qui a été magique dans cette série-là, c'est quand on a parlé de coiffure.
avec Perry Brunet, entre autres, Oui. que tout le monde connaît. Ça a été un épisode extraordinaire. On a parlé de poils, de cheveux pendant une demi-heure de temps. C'était extraordinaire. Les apports que Perry, que toi, bon, etc., vous apportiez à ça aussi. C'était très intéressant. Ça faisait partie aussi du cheminement de libre opinion. On parlait de liberté, ce qui a abouti, bien sûr, magiquement à 22 bonnes nouvelles. Mais avant ça, il y a eu quand même l'exercice de libre opinion aussi. Qu'on te donne la possibilité de t'exprimer librement sur n'importe quel sujet. C'est un sujet un peu léger, disons, les cheveux, là, évidemment, mais que tu puisses t'exprimer là-dessus. Je pense que ça aussi, ça a permis à Pierre Donnet de se développer comme commentateur de toutes sortes de choses, pas seulement de choses sérieuses aussi. Ça a apporté un moment de légèreté dans ton existence ou dans ton expérience de télévision, si je peux dire. En fait, ça me fait réaliser à quel point j'ai probablement fait des émissions sur à peu près n'importe quel sujet. C'est vrai. On aurait dit, Pierre, voici tel mot, invente-nous de quoi. Parti. Et Pierre était parti. C'est ça. On le branche, puis quand l'émission, quand on n'en veut plus, on le débranche, puis Pierre, OK, d'accord. C'est ça. Non, c'est vrai qu'avec presque rien, on peut faire des choses extraordinaires. Puis des fois, de partir... Parce que moi, souvent, j'ai choisi mes sujets à partir de ma vie. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vas te faire couper les cheveux. Tu prends ton budget. Tu achètes l'épicerie. Ah, bien, ça vient te donner un paquet de sujets. Puis quand on donne des fois des formations au niveau des jeunes qui s'en vont en journalisme, on leur donne souvent cet exemple-là. Vous prenez votre budget, puis regardez là-dedans, là, vous en avez une tonne de sujets. De l'économie, ton lavage, la cuisine. Mais tu réalises finalement que la vie, elle est là, puis ça t'ouvre des portes à rencontrer des gens qui s'illustrent parce que ce coiffeur, entre autres, lui, s'illustrait, je me rappelle, c'était une vedette du temps de la coiffure. Mais combien de fois des monsieur et madame, tout le monde, tu me l'assoyais là, puis tu disais, Pierre, fais-moi une demi-heure. On part, on jase un peu, comme ce que Jean-Paul peut faire avec peu importe son sujet. Ça fait partie de ce qu'est Jean-Paul. Est-ce que ça a forgé aussi l'attitude de Pierre face à l'information? En d'autres mots, d'avoir une information contrôlée, oui, qui a un lien avec l'actualité, oui, mais qui a un côté un peu plus... Bon, j'aime pas l'expression, mesdames, messieurs, parce que ça peut être jugé négativement, mais c'est une expression qui décrit bien ce que c'est. Un peu plus pop, un peu plus légère, un peu plus proche du monde que l'information bien cadrée, bien analysée, puis bon, etc., un peu hautaine, si on peut dire jusqu'à un certain point. Est-ce que Pierre, de ce fait-là, s'est branché dans le moule populaire, si je peux dire? Je pense même pas. Même pas? Je pense que c'est arrivé par hasard, ces affaires-là. J'avais pas de plan de match. Dans le fond, j'ai commencé ma carrière, puis il est arrivé toutes sortes de choses, mais j'avais pas comme, un jour, je vais être premier ministre du pays, puis je vais devenir député, etc. Non, je faisais mon émission parce que j'adorais ce que je faisais, j'apprenais. C'est ça la beauté dans ce qu'on fait, nous, comme travail. C'est qu'on devient, à un moment donné, le fruit de toutes ces entrevues-là. Quand je suis à CEPAC, puis je fais plein d'entrevues avec des politiciens, puis je découvre qu'ils ont fait leurs droits, ça rentre dans ma tête, ça. Et à un moment donné, je dis, il faudrait bien que j'aille faire mon droit. Bon, et c'est ainsi que ça arrivera. Mais tu es la somme de toutes les expériences que les gens partagent avec toi. Puis moi, je suis une espèce d'éponge. Hein. J'écoute. Puis là, je dis, tiens, c'est intéressant ce qu'il vient de dire là. J'ai quelqu'un récemment qui me raconte, moi, je veux donner de mon vivant. Alors, j'ai invité ma famille, puis je les ai invités en voyage. Je leur donne tout de suite. Ils n'auront pas à attendre ma succession. Moi, les gâter tout de suite. Et là, ça a cheminé dans ma tête, cette idée-là. Puis là, je me suis dit, c'est pas bête. Comment moi, je pourrais appliquer une chose comme celle-là? Alors, moi, dans ma vie, c'est ça. Je suis à l'écoute des gens. Dans le cadre d'une émission de télévision, c'est fantastique parce que là, tu rencontres des gens de tous les milieux. Mais je ne suis pas devenu coiffeur pour autant. Là, ça aurait été la catastrophe. Ça n'aurait pas été une bonne idée. C'est pas une bonne idée, effectivement. Comment s'est intégré, et deux aspects, tu en as parlé un tout petit peu, mais je veux qu'on revienne là-dessus, CEPAC, justement, dans le cadre du cheminement de Pierre. Alors, finalement, tu as été à ma TV, grosso modo, c'est ça le truc. Et ensuite de ça,
tu es passé à Rogers et de là à CPAC, ou comment est-ce que CPAC s'est intégré suite ou avant Rogers? Très intéressant, c'est-à-dire que notre émission 22 Bonnes Nouvelles, à un moment donné, a une pause. Et on apprend ça au mois de fin août, début septembre. Absolument, tout à fait. Peut-être la date. Oui. Et c'est un choc, on n'a plus notre émission. Mais au même moment, Rogers et Chectal, qui dirige la programmation, m'appelle et dit « Pierre, on aimerait vous avoir à Rogers. Moi, j'étais plus certain que je voulais donner autant de temps, parce que ça demandait beaucoup. Mais il me convainc à venir faire ici Franco-Opinion, une émission de tribune téléphonique à Rogers. Et il m'explique, vous savez, moi, je viens de CEPAC. Ah? Je dis, oh, ça, CEPAC, ça m'intéresserait, ça, un jour. Et c'est de là qu'on a commencé à parler de CEPAC. J'apprends donc que la directrice ou la présidente de Rogers à ce moment est Mme Watson, laquelle est présidente de CEPAC. Et c'est ce qui fera qu'un jour, elle va m'appeler. Elle voyait bien ce que je faisais avec Rogers dans Franco-Opinion, où on avait énormément de plaisir. Et elle a dit, Pierre, c'est quelqu'un comme vous que j'aimerais avoir à CEPAC pour venir présenter l'actualité et rendre ça très humain. Et c'est comme ça que j'entrerai à CEPAC. Donc, mon passage à Rogers, ça fait toute la différence. C'était déclencheur pour Absolument. CEPAC. Et c'est ce que des fois j'essaie de dire aux jeunes. Profitez de ces occasions-là parce que c'est qui tu connais dans cette industrie, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Et écoutez, j'ai été 15 ans à la chaîne politique. Parlons-en justement de la chaîne politique CEPAC, et c'est pas pour, comment je dirais, passer un jugement là-dessus, mais il y a des moments, moi j'ai regardé un peu CEPAC, et c'est dommage qu'on ne la regarde pas assez, on souligne sur les temps passés, je pense que tu serais tout à fait d'accord avec moi, quand on va à CEPAC, malheureusement, on n'a pas, comment je dirais, la visibilité qu'on pourrait avoir ailleurs, c'est pas tout à fait pareil, mais je ne sais même pas si c'est important d'avoir la visibilité, mais enfin ça c'est un autre débat. Mais CEPAC, il y a eu des moments clés. À mon avis, en tout cas, dans les entrevues que tu as faites en 15 ans, j'imagine un peu. J'aimerais ça que tu me rappelles un tout petit peu un ou deux moments clés qui s'est passé à CEPAC. Dans ma série Tête à tête, oui. Je m'assoyais avec des politiciens pendant une demi-heure. Ils me racontaient leur expérience de vie. Et je me rappelle d'ouvrir des portes. Autrement dit, je pose ma question, puis des fois, c'est délicat. Parce que des fois, c'est des situations scandales. Une émission, entre autres, une première demi-heure avec Sven Robinson, où il y avait eu un drame épouvantable. Il y a eu un moment, il s'est égaré une journée dans sa vie, un dimanche, il a volé un bijou. Et sa carrière a explosé. Tout à fait. Et il va me raconter en détail ce qui s'est passé, puis à quel point il a eu honte de ce qu'il a fait. Mais il me raconte ça dans des termes incroyables. Alors, je suis déjà très touché par cette première demi-heure où Sven Robinson s'ouvre à moi, me raconte de A à Z tout ce qui s'est vécu. On fait une deuxième émission, et dans celle-là, il me parle de Sue Rodriguez. Sue Rodriguez qui avait mené le combat pour le droit à mourir quand vous êtes en phase terminale. Et il me raconte donc certains moments de ses relations, parce qu'il a été très près de Sue Rodriguez. Puis à un moment donné, il est en train de me raconter que juste avant de mourir, elle a enregistré un message et elle a donné cette machine à cassette à Sven en lui disant « Va faire entendre ça à mes enfants le jour de mon décès, pas tout de suite. » Et de la façon dont il me raconte ça, j'ai les larmes qui se mettent. Et là, je ne peux pas revenir pour poser une question, je pleure. Et Sven voit bien que je suis en déséquilibre total. Celle-là, là, je veux dire, j'ai été touché émotionnellement par ce passage-là. Il a continué par lui-même pendant 2-3 minutes, le temps que je m'assèche les larmes et que je revienne à moi et que je poursuive l'entrevue. Et on s'est revus à peu près 5 à 7 ans plus tard. Et il me regarde et il dit, Pierre, il dit, l'un des plus grands moments de télévision, c'est avec toi, quand je t'ai aidé parce que tu avais complètement perdu le contrôle pendant l'entrevue. C'est que quand les gens me touchaient émotionnellement, ça c'est un bel exemple, là, ça venait me chercher. Et je ne pouvais pas être indifférent à ce qui m'était raconté.
Alors ça, s'il y a un moment que j'appelle là, spécial que j'ai vécu, c'était à Victoria. Je me rappellerai toujours même de la pièce où nous sommes. C'est quelque chose qui a marqué mon existence. Mais écoutez, à travers les 400-500 entrevues tête-à-tête que j'ai faites, il y a des choses extraordinaires. Ce que les gens ne savent pas, quand mon papa est mort, il y a eu un moment clé. C'est-à-dire qu'on est le dimanche soir, puis on ne sait pas pendant combien de temps papa vivra ou pas. Il est presque plus là, puis il va rendre son dernier souffle. Puis moi, le lundi, j'ai 8 entrevues, parce qu'à l'époque, quand on faisait tête-à-tête, nous tournions 8 enregistrements, un à la suite de l'autre. J'ai 8 invités, là. J'ai M. Couillard, j'ai M. Hey, écoutez, tu ne peux pas changer l'horaire. Et je pars de la chambre d'hôpital, puis je dis, écoutez, je vais vous appeler demain après-midi à 4 heures, vous me direz ce qui est arrivé. Ne m'en informez pas tout de suite. Et je suis allé faire mes émissions. Le cœur, évidemment, on s'entend là, très, très gros. Et j'ai passé à travers, je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas où j'ai trouvé l'énergie. J'ai passé à travers ça. Je pense que ça m'a été enseigné par Serge Turgeon, qui a été président de l'Union des artistes. Oui. Puis qui m'avait raconté, lui aussi, être allé jouer du théâtre au moment du décès de sa mère et de son père, parce qu'il y avait un contrat, puis il n'y avait pas le choix, puis c'était du théâtre pour enfants, puis il y avait quelque chose à faire, puis il a continué, malgré le deuil qu'il vivait. Ça, je vous avoue que ça a été un moment particulier dans ma carrière, quand j'ai fait ces 8 enregistrements-là. Jean-Guy Trudel, qui était mon réalisateur, n'en revenait pas à quel point je pouvais avoir cette espèce, mais d'ailleurs, lui, il m'agaçait. Il dit à Pierre, il dit, il n'y a pas de cœur, il y a un chronomètre. Parce qu'à l'époque, il fallait faire des émissions de 27 minutes 45. Et mes émissions, je les faisais one shot, là. Il n'y avait pas de montage. Ça durait 27 minutes 45. Alors, il m'agaçait. Mais Jean-Guy avait vécu cette journée d'enregistrement. Puis là, évidemment, à la fin de mes enregistrements, j'ai appelé à la maison et effectivement, j'ai appris que mon père était décédé. Ça a été un moment rough. Toujours me poser comme question. Est-ce que j'aurais dû rester à son chevet, etc. C'est déchirant, ça, comme... Mais tu te les reposes, ces questions-là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, d'ailleurs, et bon, je ne rentrerai pas dans le point de vue personnel, parce que ça te regarde et ça me regarde aussi. On a vécu des expériences similaires en communication. Je suis prêt à avouer ça à vous, mesdames, messieurs. Mais un mot encore, Pierre, avant qu'on passe qu'on passe à la pause, pardon. Le sport à la TV, ça s'est imbriqué. Comment, ça? Écoutez, il faut remonter dans mes premières années où je suis à Montréal. On est à peu près dans les années 73-74. Je m'en vais faire un bulletin de nouvelles à CF Câble Télé. Et le réalisateur, c'est... CF Câble Télé, qui est devenu propriétaire de MaTV plus tard, effectivement. Ah bon, ça oui, j'ignorais. Absolument, tout à fait. Et le réalisateur, Reynaldo Di Cesare, est notre réalisateur à l'époque. Je le perdrai de vue pendant des années. Tout à coup, en 81... j'entre à Montréal, je croise Reynaldo et il dit « Pierre, tu viendrais-tu faire des émissions de sport avec nous à TVSQ? » Ça, c'est l'avant RDS. L'avant RDS, ben oui. Alors, oui. TVSQ faisait tout le sport amateur. Et Reynaldo dit « Viens donc faire le billard. » Moi, j'étais un amateur de billard. Alors, papa m'avait fait jouer au billard pendant toute ma jeunesse parce qu'on avait une table de billard à la maison. Alors, j'ai commencé comme ça, et là, tout à coup, ça a été les quilles, ça a été le basketball avec Hubert Lacroix, l'ancien président de Radio-Canada. Et j'ai fait, écoutez, toutes les disciplines sportives. J'étais l'animateur principal de la station. Et en fait, une émission sur 2 à Montréal de TVSQ, c'était Pierre qui était à quelque part. Il était en train de faire du curling. Écoutez, il n'y a pas un sport que je n'ai pas touché. Équitation, sport amateur sous tous ses angles. Mais c'est ça qui m'a formé dans la vie du côté sport. On va y revenir au sport parce que c'était un aspect que je méconnaissais de Pierre. Mesdames et messieurs, on prend une courte pause. On va revenir. De retour à Sans détour pour notre dernier segment, semble-t-il, avec Pierre Donnet. Pierre,
On a parlé de CEPAC, on a parlé du sport, bien entendu. Le sport, justement, pour Pierre Donnet, qu'est-ce que ça représente quand tu le décris, en d'autres mots? Est-ce qu'il y a une espèce d'émulsion qui se fait à l'intérieur de Pierre Donnet, comme un joueur de hockey qui va marquer un but, ou, je sais pas, tu parlais de billard. Quand on rentre la boule noire, c'est la frustration totale. Comment est-ce que c'est décrit l'émotion de Pierre? Je suis content qu'on pose la question parce que au soccer, parce que j'ai décrit les matchs du Manic de Montréal qui a précédé les équipes que vous voyez aujourd'hui, les équipes professionnelles. Et quand je décrivais un match du Manic avec Francis Millien, je dois vous dire que je prétends que nous étions les deux meilleurs. Pourquoi? Parce que Pierre était sur le terrain. Dans ma tête, j'étais sur le terrain. C'est pas le joueur qui comptait, c'est Pierre qui comptait le but. Et la passion l'émotion. L'émotion. Ah ouais. Et quand je décrivais un but, écoutez, c'était à la fin du monde. Je soupçonne Roger Brulotte d'avoir copié éventuellement dans le baseball. J'aurais dû lui poser la question. Le fameux bonsoir, elle est partie, là. Moi, je pense que ça vient de ce que je faisais à l'époque quand je décrivais les matchs de soccer. J'y allais avec une très grande passion. Pour moi, c'était aussi parce que le sport, c'était pas trop sérieux. Tu viendras pas fou. Là. 2-1, 3-2, 4-0. Bon, il n'y a pas de conséquences. C'est pas comme à la Chambre des communes où on vote sur quelque chose d'important. Tu sais, qu'il y a des fois des questions d'aide médicale à mourir. OK, bon. Mais là, c'est une partie de soccer. Tu gagnes 4-0. Oui. Puis je me rappelle de trucs incroyables. Je ne peux pas l'oublier, celle-là. C'est la nuit qui précède un match à New York. Et le capitaine de l'équipe du Manic me dit « Pierre, viendrais-tu me conduire à l'église? » Je dis « Pardon? » Il dit « Je voudrais aller faire une prière ce matin avant d'aller jouer notre match. » Ben, je dis « OK. » Je l'embarque dans ma voiture, puis je l'amène à l'église, puis on est, je ne sais pas où exactement à New York. Secaucus, New Jersey, si je me rappelle. Et je le dépose à son église, il va faire sa prière, etc. Et je lui dis, c'était une bonne idée. J'ai dit, vous allez perdre le match 6-0. 6-0 au soccer. Il dit, voyons donc, Pierre. Et nous perdrons le match 6-0. Quand je rentre dans le vestiaire, après le match, il me regarde puis il dit, toi, je ne veux plus jamais te revoir avant un match de soccer. Tu nous as menés vers cette défaite de 6-0. Mais tout ça pour dire que je me suis terriblement amusé. Et j'étais aussi en touriste. Attention, à travers l'Amérique du Nord. L'équipe jouait à San Francisco. Elle jouait en fait à San Diego. Il y avait des matchs à Los Angeles. Il y avait Vancouver, Edmonton. Et je voyageais toute mon année. Écoutez, j'ai été en vacances pendant 2 ans dans ma vie à ne faire que ça. Je dois vous admettre que ça a été aussi une partie de plaisir dans ma vie. Comment s'imbrique la radio à travers ce périple télévisuel, Pierre? Parce que, sauf erreur, il y a eu CIMF, bien sûr. Il y a eu, qui est devenu rouge, évidemment. Il y a eu ensuite CJRC, non? Oui. Ben là, c'est ça. Faut remonter, dans le fond, à 1971, quand je vais commencer à CHRD Drummondville. Et je n'ai jamais voulu perdre cette flamme de radio. Donc, à Drummondville, je commence, je fais mes premières armes pendant 1 an. Je m'en vais à CJMS Montréal. En 72. C'est le réseau Radio Mutuel. Et eux me placent ici, à Ottawa, comme directeur d'information 1975. À CJRC. CJRC. J'ai 21 ans. Dans un monde où ça serait plus vrai, ça, aujourd'hui, en passant. Ça s'appelait l'équipe des bons gars. Imaginez appeler une équipe des bons gars en 2023. C'est drôle que ça remonte à CJRC, alors que c'est plus une identification à la CKCH. Mais enfin, ça, c'est d'autres choses. Oui, mais CJRC et CKCH se disputaient les parts de marché. Tout à fait. C'était les grands combats du temps. Alors, quand moi j'arrive, donc, je fais un bon bout de carrière avec CJRC. Je quitterai donc 81 CJRC pour aller à Montréal. Je suis donc à CJMS. Donc, il y a toujours chez moi de la radio. Et quand je reviens en Outaouais, c'est là que j'entre à CIMF et que je ferai 15 ans les matins rock détente avec André Blanchette.
Et Chantal Richer qui nous suivait par la suite. Chantal et moi qui faisions des émissions assez capotées aussi l'été parce qu'elle venait remplacer André. Puis on était deux créateurs assez extraordinaires. Alors, on faisait des folies en ondes, puis c'était toléré. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils nous ont toujours laissé faire. Mais la radio, pour moi, il y a quelque chose de magique. Parce que vous parlez dans un microphone, vous devez imaginer la personne à qui vous parlez. Bon, un peu comme la même chose à la télé, mais il y a quelque chose de magique parce que vous vous entendez dans vos écouteurs, vous ajustez votre voix, puis vous pouvez jouer du théâtre. Écoutez, j'ai inventé à la radio une fausse partie de baseball. En fait, laissant croire aux gens que le match des Expos était commencé. Et j'ai décrit une manche complète des deux équipes avec les effets sonores. Et là, à la suite de ça, on a pouffé de rire. Puis là, on a arrêté pour dire aux gens que nous nous étions amusés. Il y en a qui nous ont reproché d'ailleurs de leur avoir fait perdre du temps parce que elle n'était pas vraie. mais on avait ce côté spectaculaire, ce côté création. C'est important de créer à la radio, hein? Oui. Et de créer à la TV aussi. Absolument. Donc, l'aspect créatif, Pierre, c'est toujours un ancrage important chez toi. Je pense. T'as l'impression que... J'ai comme l'impression, parce que bon, comme je ne veux pas revenir là-dessus, mais on a travaillé suffisamment ensemble. Et moi, il y a un aspect que j'ai toujours apprécié chez Pierre Donnet, c'est l'aspect créatif, l'aspect innovateur, amener une autre idée différente hors du sentier, hors des chemins hors des sentiers battus, un peu dans les chemins de traverse de Michel Rivard. C'est borderline, mais il faut aller un peu plus loin que ce à quoi on est habitué. Est-ce que je me trompe? Non, parce que quand j'ai fait les commentaires de 8h20 qui ont marqué probablement ma carrière radio, quand j'ai fait les textes sur la naissance de mon fils, puis j'ai fait pleurer à peu près tout l'Outaouais, parce que rappelez-vous que la veille de l'accouchement, je dirais en ondes, je me demande quand ils vont me mettre un bébé dans les bras, qui c'est que je vais faire? Parce que c'est vrai, là, je ne le sais pas. Tout à fait. Puis quand je reviens le lendemain de la naissance, puis que je partage les émotions que je viens de vivre, les gens, d'ailleurs, c'est dans le livre du commentaire 8h20, absolument. Qu'on a fait ensemble, le lancement, Jean-Paul. Tu te souviens où c'était le lancement, Pierre? Château-Cartier. Absolument, tout à fait. Château-Cartier. Tout à fait. Et dans ce moment-là de radio, si on parle de grands moments de radio, où les gens ont véritablement pleuré à travers l'Outaouais parce que j'y allais, avec mes émotions. Tout à fait. Puis j'ai toujours été un gars comme ça. Je me suis jamais caché. Puis quand j'ai une petite larme qui part, c'est pas du théâtre, c'est Pierre qui est comme ça. Et lors de 8h20, le lancement bien sûr au Château-Cartier, l'extrait que Pierre a lu devant le public lors du lancement, c'était cet extrait, ce passage-là justement. Ça, je m'en souvenais pas. J'ai l'enregistrement, étant archiviste, tu m'en doutais un peu. J'ai l'enregistrement et bon, c'est vraiment... On a l'émotion qu'on a pu ressentir à la radio, tu l'as retransmis, si je peux dire, au lancement. Et ça, c'est très symptomatique, évidemment, de Pierre Donnet. Ça veut dire que ça a touché, évidemment, beaucoup. Parlons justement de choses que les gens connaissent moins de toi, Pierre. Tu es originaire de où, finalement? Drummondville. Drummondville. D'un papa qui était directeur de funérailles, dont la famille souhaitait que je devienne directeur de funérailles. Je n'avais pas le talent pour être thanatologue. En fait, une incapacité probablement de voir du sang. Alors, ça part mal. Si vous n'êtes pas capable de voir du sang quand vous êtes jeune. Puis, j'aidais un petit peu papa, mais pas vraiment beaucoup. Des fois, il m'arrivait de l'accompagner quand il y avait des transports de personnes décédées. Mais je n'avais pas cette flamme-là. Pourtant, j'ai laissé en place un commerce, dans le fond, où il y avait 7 salons funéraires. Et j'aurais pu tomber là-dedans. Non, je voulais faire ma place. En fait, quand je suis arrivé à la radio, les gens n'écoutaient pas Pierre Donnet, ils écoutaient le fils de Jean. Et ça m'achalait. Oh, ça, c'est frustrant. Je peux imaginer, aujourd'hui, dans le fond, mon fils, j'en pense à ses 10 dernières années, parce que Mathieu a maintenant 30 ans, et Mathieu doit vivre ce que moi je vivais, parce que les gens, partout où il passe, c'est le fils à Pierre. Le fils à Pierre. Alors lui, il porte évidemment ma carrière, comme moi j'ai porté celle, parce que tout le monde connaissait papa de Drummondville. Mais quelle belle ville, quel beau souvenir que je garde de Drummondville. Primaire, secondaire? En fait, pas tellement longtemps le primaire, parce qu'on m'a foutu pensionnaire. J'étais pas un très, très bon étudiant, donc ils ont voulu absolument
Me prendre en main. Alors, j'ai abouti pensionnaire à Victoriaville pendant 4-5 ans. Et éventuellement, je suis revenu à Drummondville, terminer mon secondaire. Mais dès que j'ai eu la chance de faire de la radio, je suis allé passer une audition. Ils m'ont refusé. Ils ont dit, ben voyons, vous êtes bien trop jeune. J'avais 15 ou 16 ans. Et je leur ai dit, est-ce que vous me laisseriez venir à la station juste pour voir comment ça marche le soir, puis me pratiquer? Ah, ils m'ont dit oui. Puis graduellement, ben, j'ai fait ma place là-dedans. J'ai appris à comment opérait la console, les tables tournantes, Les etc. vieilles consoles. Les vieilles consoles de radio, la vraie façon de faire de la radio. Avec les le tables 33 tournantes. tours qu'on mettait, qu'on ajustait avec 3 tours de retard. pour 3 que ça tours de parte. retard, ou encore d'oublier de changer la vitesse. Ah, Parce qu'à l'époque, oui, il fallait changer c'est ça vrai. du 45, parce qu'il y avait les 45 tours. Puis si vous preniez une trame du 33 tours, c'était le grand disque. Mais lui, il ne tournait pas à la même vitesse. C'est ça. Fait que si tu n'avais pas changé la vitesse, bien, il ne tournait pas à bonne vitesse. Tout ça pour dire qu'on a appris notre radio de cette façon-là. Et moi, une fois que j'ai appris comment ça fonctionnait, bien, ils se sont rendus compte, ils ont dit, ah, aussi bien de le laisser en ondes. Il a de l'air à aimer ça. Et c'est pour ça que je commencerai ma première émission à l'âge de 16 ans. Le soir, je tournerai 17 ans, mais c'est ma première soirée magique, le 12 juin 1971, où je fais ma première émission de radio. Encore l'émotion, je reviens à ça. Parce Oui. qu'il y a les premières, hein, on a parlé des premières tantôt, les grands moments avec émotion. L'émotion que Pierre a ressentie d'être maître d'œuvre d'une émission et d'avoir un micro devant lui. Moi, je peux décrire ce que j'ai senti, mais j'aimerais savoir ce que Pierre a ressenti à ce moment-là. C'était extraordinaire. C'était Extraordinaire, magique. Et je revis régulièrement cela. Quand j'écoute une chanson que j'ai fait tourner cette soirée-là, parce que souvent, quand on revient avec les années 70, 71, c'est à peu près les chansons, je revois la table tournante, je revois l'étiquette du disque, là. Puis je sens le grain même de cette musique qu'on faisait jouer, parce que le sillon d'un 45 tours ou d'un 33 tours, il apportait quelque chose de magique. Tout à fait, il y a un son. Ouais. Il y a, des gens disaient que c'était du bacon, là, parce que Oui, dans c'est ça. certains cas, quand ça avait trop joué, c'était un peu comme s'il y avait du bacon. Mais il reste que c'est magique. Quand je revis, je suis dans ma voiture là, présentement, là, puis je conduis, puis j'entends ces chansons-là, je me revois et j'aimerais tellement revivre ça. D'être dans un boot avec ma bonne vieille Gates, qui était la marque de la console, avec les tables tournantes, les commerciaux qu'on passait sur des cassettes, un peu comme les 8 tracks. Les 8 pistes, c'est ça, exactement. Exact, c'était un Tout à peu fait. ça le contexte. Moi, mon rêve, dans le fond, là, ce serait de revoir ce genre de studio-là, puis d'être chez moi en train de faire ça. C'est le trip, dans le fond, quand je repense à mes débuts qui ont été extraordinaires. J'ai été entouré tout au long de ma carrière par des gens fantastiques qui m'ont aidé. Parce qu'attention, à travers tout ça, ce qui te construit, c'est les gens qui disent « Oh, Pierre, fais attention, va pas là! » Parce que Pierre, souvent, il a beau être créateur, mais des fois, il a besoin de se faire remettre à l'ordre. Il dit « Non, reviens, Pierre! » Mais c'est une carrière extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai un titre pour une de mes conférences que ça fait longtemps que je ne l'ai pas prononcé, celle-là, c'est « Je n'ai jamais travaillé dans la vie. » Et je n'ai eu que du fun. C'est ça, ma vie, moi. Je n'ai eu que du plaisir. Puis s'il y a de quoi est marqué sur ma pierre tombale un jour, Il a eu du plaisir. point final. C'est extraordinaire cet entretien, Pierre. Je ne pensais pas qu'on couvrirait aussi large parce que, j'ai évidemment fait mes recherches, un tant soit peu, hein, et je savais qu'il y avait beaucoup de choses à traiter. Mais voyez-vous, mesdames, messieurs, c'est ce que je trouve extraordinaire avec Sans détour, c'est qu'on réussit et on donne la parole aux gens. Et je pense que ça, c'était le but que je voulais atteindre avec cette série-là. Pierre a été le cobaye, entre guillemets, de cette série-là. Mais je pense que Pierre, ça a été un moment extraordinaire en ta compagnie. Je suis content de t'avoir retrouvé tel qu'on a travaillé ensemble. Un dernier mot sur ta mère. J'aimerais ça que tu en parles aussi, parce que les mères sont importantes dans notre existence. Nos frères, nos pères, oui, les mères aussi. On ne se remet jamais du départ de notre mère. J'ai 2 ans bloqués dans ma vie. Je ne retourne jamais dans les 2 années qui ont suivi le décès de maman. Je n'essaie même pas.
je ne peux pas décrire la douleur. Douleur. Ça se décrit pas. C'est un moment épouvantable que tu traverses. Puis on le vit tous, hein? Tôt ou tard, on traverse une période comme celle-là. Mais je dois vous dire que c'est probablement la perte la plus difficile à encaisser. Puis j'en ai eu des défaites. Il y en a eu des projets qui n'ont pas marché. Non, ça a été le coup le plus dur. J'imagine un tout petit peu. Ouais. Pierre, un grand merci. J'espère que cet entretien a été aussi satisfaisant pour toi que pour moi, mais pour les auditeurs, et téléspectateurs, je suis sûr que c'était un très beau moment qu'on a partagé. Merci Pierre. Ça fait plaisir. Merci Jean-Paul.